Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Vous en avez entendu parler mais vous n'êtes pas sûr que ces programmes soient faits pour vous ? Alors quelles sont les nouveautés qui valent le coup en ce moment sur les plateformes de streaming ? Au-delà de tous les grands programmes dont tout le monde parle en long et en large. Archive 81, A Very British Scandal, Totem, ces séries ne sont peut-être pas autant mises en avant que d'autres et pourtant elles méritent elles aussi qu'on s'y attarde. Je suis Laurence Gallois et je vous propose dans ce nouvel épisode d'À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes de streaming, de prendre le temps de parler de ces programmes dont on n'a pas encore discuté avec vous depuis le début de l'année. Au fil de cet épisode, les journalistes de Télé Loisirs viendront donc partager avec vous leurs 12 coups de cœur récents et il y en aura pour tous les goûts, c'est promis. Arrivé sans faire de bruit fin janvier sur Netflix, Archive 81 ne va pas vous laisser indifférent. Cette histoire d'archiviste qui se retrouve embarquée dans la vie d'une documentariste 25 ans avant lui, alors qu'elle enquêtait sur une secte dangereuse a tout pour plaire, surtout si vous aimez avoir peur, comme Ophélière. Je dois bien l'avouer, j'adore me faire peur. Mais au cinéma ou bien au chaud chez moi, sous un bon plaid. American Horror Story, The Haunting of Hill House, Midnight Mass, Ratched, bref, je les ai toutes vues et adorées. Et Archive 81 entre un peu dans la catégorie de ces petits bijoux flippants qui distillent la peur tout au long de ces épisodes. On frémit avec Dan et Mélodie, on a envie de les aider, on se demande aussi s'ils sont pas en train de devenir fous. On élabore des théories sur les habitants du Visseur, qu'on aimerait franchement pas avoir comme voisins. Bref, on a envie de comprendre avec cette série. Ça vire même à l'obsession. Tout comme la musique entêtante scandée par les résidents de l'immeuble dans la salle commune. Encore maintenant, elle me hante. Quant au plan final... Non, restez, je ne spoilerai pas. Il m'a laissé bouche bée. Tant par son esthétisme, c'est un point fort de la série d'ailleurs, que par ce qu'il impliquait. À cause de lui, j'attends déjà la saison 2 avec impatience. Avec 8 épisodes de moins d'1 heure, Archive 81 se rattrape en un week-end. Petit conseil quand même, n'éteignez pas toutes les lumières de votre salon et installez-vous bien au chaud dans votre canapé. Il vous faudra au moins ça, croyez-moi. La prochaine série à mettre sur votre liste de rattrapage s'appelle Ridley Road et elle est disponible sur MyCanal. Elle raconte l'histoire de Vivian Epstein, une coiffeuse juive de Manchester qui s'enfuit pour échapper à un mariage forcé et rejoindre son grand amour. La disparition de ce dernier l'a conduit à s'infiltrer dans le mouvement fasciste. Ça se passe en Angleterre dans les années 60 et ça s'inspire de faits historiques, comme nous l'explique Jade Olivier. Alors on peut avoir du mal à le croire, mais ce qui est raconté dans la série Ridley Road est vrai. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait. Ça parle de militants néo-nazis, évidemment, c'est un peu le thème de la série, mais ce sont des personnages qui ont vraiment existé, notamment Colin Jordan et sa femme qui était française, Françoise Dior. J'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, c'est la petite histoire dans la grande histoire, comme beaucoup de séries ou de livres. Ajouter à ça des images d'archives, des vraies images qui ont été prises dans les années 60 à Londres. Et vous avez une série vraiment réussie qui fait passer un bon moment, même si le thème est parfois difficile. Le format court de la série, qui est seulement en 4 épisodes, fait qu'il n'y a pas de superflu. En fait, on va vraiment droit au but, on s'ennuie pas. Et j'ai trouvé que la série était haletante, le casting était réussi et on peut notamment retrouver dans les seconds rôles plein d'acteurs qu'on a déjà vus ailleurs, notamment dans Harry Potter, Sex Education ou la série Years and Years. C'est super intime. On regarde un truc qu'on n'aurait jamais dû voir. Ça doit être pour ça que c'est aussi excitant. Changement de registre, mais on reste dans la reconstitution d'époque avec Pam et Tommy, la série de Disney+. Pam, c'est Pamela Anderson, Tommy, c'est son ex Tommy Lee, et cette fiction revient sur un moment particulier de leur relation, celui où la sextape de leur lune de miel a été dévoilée au monde entier. Allez, petite virée dans les années 80, en compagnie de Juliette Osbrock. Alors personnellement, j'avais un peu peur de tomber dans le côté voyeuriste du scandale, et c'est un peu ce qui ressort sur les 2 premiers épisodes. Mais en fait, le vrai intérêt de la série se développe après, avec un vrai portrait intimiste de Pamela, mais à la lumière de notre société d'aujourd'hui, à savoir une société beaucoup plus sensibilisée à la façon dont on traite les femmes et surtout dont on traite leur corps. Et on redécouvre Pamela et on se rend compte que c'est quand même une femme qui s'est battue pour ses droits, pour son image, mais qui n'a absolument pas été entendue à l'époque. On découvre même une femme assez solitaire parce qu'elle affronte quand même tout ce backlash sans soutien, toute seule, sauf peut-être le soutien de Tommy Lee, qui pour le coup a droit à un portrait beaucoup plus sévère,
Pas assez à mon goût d'ailleurs, quand on sait qu'ils ont divorcé suite à des faits de violence conjugale qui sont complètement absents de la série, ce que je trouve vraiment dommage. Mais au-delà du fond, c'est vraiment une série qu'on peut prendre plaisir à regarder, aussi parce que dans les choix photos comme dans les choix musicaux, il y a une vraie nostalgie des années 90, de cette Californie d'Alerta Malibu. Quand on regarde Pam et Tommy, ça sent un peu les vacances, quoi. Voici un autre scandale, celui que décrypte la saison 2 de l'anthologie A Very British Scandal sur Salto. L'histoire du divorce médiatisé et pas très glorieux du duc et de la duchesse d'Argyll dans les années 60 en Angleterre. Une série plus moderne qu'il n'y paraît, comme nous le raconte Stéphanie Fuseau. Déjà en 1964, avant le règne du tribunal Twitter, les femmes étaient victimes de leur réputation. Ce qui est captivant dans cette série, c'est de voir à la fois la naissance des tabloïds, l'appétence du public pour les secrets intimes qui ne les regardent pas du tout, leur aptitude à juger rapidement et sans prendre en compte leurs propres secrets, et oui, on en a tous, et cette étape fatale, le divorce. Cette duchesse d'Argyll, quelle femme fascinante! Pourquoi elle garde des trophées de tous ses amants? Cette lettre V dans son carnet, ça veut dire quoi? Qui est cet homme nu avec elle sur la photo que son mari a dévoilée aux yeux de tous? Elle a gardé ses secrets pour elle, et elle a bien fait. On ne peut pas toujours tout savoir dans la vie. La frustration, ça a parfois du bon. Cette série, c'est un portrait de femme magique, une interprétation de Claire Foy incroyable, et les mystères d'une femme libre, forte, excessive, ainsi qu'une vision de la presse qui devrait nous amener à une petite remise en question. Du grand art, comme nos amis britanniques savent le faire. Décidément, les séries aiment plonger dans le passé, c'est le cas encore avec Totem, série française d'espionnage qui vient d'arriver sur Prime Video. Son héros est un scientifique français travaillant pour les services secrets français et américains, et, en pleine guerre froide, il tombe amoureux d'une pianiste russe obligée de collaborer avec le KGB. Entre espionnage et histoire d'amour, Anne Lenoir a été convaincue. Totem est une petite série d'espionnage haletante. Le scénario est pas hyper original, mais la série est hyper bien construite néanmoins. Elle nous permet de revivre la guerre froide de l'intérieur à hauteur d'hommes et de femmes. La reconstitution, elle est vraiment bluffante, que ce soit au niveau des décors, des costumes, mais surtout de l'ambiance. On sent la parano entre les personnages, c'est assez bluffant. L'image, la réalisation, sont hyper léchés. Surtout, elle fait pas l'économie non plus de nous montrer les enjeux de l'époque entre les blocs de l'Est et le bloc de l'Ouest, comment ils étaient partis dans une course à l'armement, une course aussi dans le domaine de l'aérospatial. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est les acteurs qui sont tous vraiment extraordinaires. S'il fallait en retenir qu'un, ce serait José Garcia, qui est vraiment assez étonnant en fait, assez bluffant dans son rôle d'agent de la CIA. Bref, Totem est vraiment une série à surtout pas louper sur Amazon. Notre prochaine série, elle, n'est pas réaliste, au contraire, on parle de science-fiction dans The Silent Sea, un drame coréen à découvrir sur Netflix. Elle nous plonge dans un futur proche où toutes les ressources naturelles ont été épuisées et où une équipe est envoyée sur la Lune pour tenter de trouver un moyen de nous sauver de l'extinction. Lucas Sanchez-Fusé a été convaincu et il nous dit pourquoi. The Silent Sea m'a été conseillé par une amie qui est à fond dans les séries coréennes. Il s'agit donc pour moi de mon premier K-drama et j'ai vraiment été surpris. J'ai trouvé plein de qualités à ce petit chef-d'œuvre de science-fiction, moi qui suis un grand fan du genre. J'ai eu un coup de cœur pour cette balade angoissante sur la Lune, je me suis vite attaché aux personnages principaux, chacun défini par leur passé, dévoilé tout au long de la série. J'ai aussi été séduit par l'esthétique, les costumes sont détaillés, les images sont belles et les décors futuristes sont plus que convaincants. Bon, la copie pêche un peu du côté des effets spéciaux et du côté du rythme dans les premiers épisodes, mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, car dès que le cadre est posé, on prend beaucoup de plaisir à découvrir ce qu'il s'est réellement passé sur cette station lunaire. Ce labyrinthe lugubre et hostile forme un dédale rempli de surprises, qui vont transformer une simple mission de routine en une véritable lutte pour la survie. Si vous aimez les aventures dans l'espace, que vous êtes nostalgique de l'ambiance claustrophobe d'Alien et que vous n'avez pas peur de l'eau, allez-y les yeux fermés, vous ne le regretterez pas. And this is my moment. Mrs. Maisel. A once in a lifetime. We're going out. Where? When I can explore a new and Where you going? Grab a hat. Do not change your wardrobe. It's fine. Just a hat. It's never just a hat. I'm gonna do great things. Et non, il n'y a pas que des nouveautés côté série. Prime Video vient de lancer la saison 4 de la fabuleuse Mrs. Maisel. Alors si comme Marc-Alain vous aviez hâte de la retrouver, voici ce qui vous attend dans ces nouveaux épisodes. Ah oui, c'est un vrai bonheur de retrouver Mrs. Maisel après 2 ans d'absence. C'était très long, c'était trop long.
Et donc c'est un réel plaisir de se délecter à nouveau de ces dialogues ciselés, de ces interprètes qui sont tous formidables, et surtout de ce rythme étourdissant qui pour moi fait vraiment l'âme de la série, qui est digne des grandes comédies hollywoodiennes des années 40 ou 50, auxquelles d'ailleurs la série fait clairement référence. Et cette saison 4, elle va être très intéressante, je pense, parce qu'elle est pour moi celle de la remise en question pour le personnage principal. Et c'est peut-être celle qui va la porter vers son émancipation totale en tant que femme et en tant qu'artiste. Parce que l'intérêt de Mrs. Maisel, c'est aussi évidemment de questionner des problématiques qui sont très contemporaines à travers une série qui se passe dans les années 50 et 60. Et surtout, c'est une série drôle, très bien écrite et aussi très soignée visuellement. Je pense que les amateurs de vintage trouveront leur bonheur avec la série. Donc Mrs. Maisel, 2 épisodes par semaine à savourer chaque vendredi sur Prime Video. Si avec tout cela, vous ne savez toujours pas quoi regarder, Sam, l'héroïne de Somebody Somewhere, à voir sur OCS, vous donne rendez-vous dans une petite ville du fin fond du Kansas. Cette jeune femme peu sociale va sortir de sa coquille grâce à sa passion pour le chant et sa rencontre avec un ancien camarade de lycée. Une série touchante et drôle sur la différence et l'acceptation de soi. Juliette Usbrock vous dit pourquoi elle a pris la meilleure décision de la semaine en se lançant dans le visionnage de cette fiction aussi jolie qu'utile. Somebody Somewhere, ça fait vraiment partie de ces séries qu'on lance un soir où on sait pas trop quoi regarder et en fait on finit par se rendre compte qu'on a pris la meilleure décision de la semaine. C'est une très bonne surprise parce que c'est l'une des meilleures séries que j'ai eu l'occasion de voir sur un thème universel qui est l'acceptation de soi. Et en fait de prime abord, tout semble un peu banal, ordinaire et pourtant rien ne l'est vraiment. Et surtout pas l'ensemble de personnages hors normes qui composent la série et qui constituent son atout majeur. Ils cherchent un peu tous leur place d'une façon différente mais hyper intéressante, que ce soit au niveau professionnel, dans la société, dans leur famille ou dans leurs relations. Et notamment Sam et Joel qui sont les 2 héros et qui honnêtement forment l'un des duos les plus drôles et attachants que j'ai eu la chance de voir depuis longtemps. Somebody Somewhere, c'est court, c'est drôle, c'est différent et puis surtout ça fait du bien. À mon sens, c'est vraiment le genre de série dont on peut pas se permettre de faire l'économie. Et on termine cette sélection série par l'une des autres nouveautés de Netflix qui, elle, a beaucoup fait parler en ce début d'année. Si vous arrivez à retenir le titre du premier coup, chapeau. La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, et oui, est une parodie des films à suspense dans laquelle Kristen Bell boit beaucoup trop de vin et ne sait donc plus si elle a vraiment vu ce qu'elle a cru voir, à savoir sa voisine en train de se faire assassiner. Vous avez dit bizarre ? Émilie Lopez, elle, a adoré. Si comme moi vous aimez les films genre La fille du train, alors vous allez adorer cette série. En fait c'est Kristen Bell qui va commencer à enquêter sur le meurtre de sa voisine d'en face. Mais, et c'est là où la série est très intelligente, il y a un petit twist parce que c'est une parodie. Donc en fait il y a une vraie enquête policière, mais au milieu il se moque un petit peu de ces romans de gare, de ces thrillers féminins qui sont devenus ultra populaires. Donc du coup on se retrouve à regarder quelque chose, à être très pris par l'enquête de cette jeune fille que personne ne croit et à se marrer sur des trucs où on n'est pas censé se marrer. C'est complètement barré, c'est complètement improbable et c'est ultra efficace. Mention spéciale à Kristen Bell qui joue donc une femme qui a perdu sa fille, qui est alcoolique et on sait pas trop si elle est complètement folle ou totalement lucide, contrairement aux gens qui l'entourent. Vraiment foncez, en plus en 4 heures de temps vous avez largement le temps de vous le faire parce que c'est des épisodes assez courts de 20 à 30 minutes, il y en a 8 et c'est génial. Moi, vraiment c'est un de mes coups de cœur de ce début d'année. Après ces fictions, qu'elles s'inspirent ou non d'histoires vraies, retour à la réalité cette fois avec un documentaire, un spectacle de stand-up et une télé-réalité. Et notamment L'arnaqueur de Tinder qui a beaucoup fait réagir depuis sa sortie sur Netflix. Il montre comment un homme, Simon Leviev, a escroqué plusieurs femmes sur l'application de rencontre. Un programme à ne pas rater selon Stéphanie Fuseau. Vous avez pas vu L'arnaqueur de Tinder ? Franchement, foncez. Le plus intéressant dans ce documentaire, c'est la réaction de celui qui le regarde. Qu'on soit bluffé par ce mec qui arrive à convaincre toutes ces femmes de lui filer autant de fric en si peu de temps, qu'on ait de l'empathie pour ses victimes qu'il a manipulées, ou alors ait pitié sans être accusé de victim shaming, qu'on s'étonne de leur naïveté, on a tous un avis sur l'arnaqueur de Tinder. Et c'est hyper intéressant d'échanger là-dessus. Ça vous promet des apéros passionnants. Je garantis qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce Simon Leviev. Il a un agent de showbiz et prépare une télé-réalité et tenez-vous bien, un podcast de conseils sur les relations amoureuses, l'aplomb du type. L'arnaqueur de Tinder, c'est captivant, étonnant, édifiant, parfois drôle.
Voilà vraiment un documentaire à mettre dans sa watchlist. En plus, je conseille d'écouter le podcast fait par la réalisatrice et la productrice et dans lequel on apprend vraiment plein de choses. Ça s'appelle The Making of a Swindler. Elle aussi fait beaucoup parler à chacun de ses posts glamour sur Instagram. Je veux parler bien sûr de Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, à qui Netflix a confié sa propre télé-réalité cette année. Ça s'appelle Moi Georgina et ça peut vous intéresser même si vous n'êtes pas fan de cette personne ni de son mari. Si, Valentine Minco va vous expliquer pourquoi. De base, j'aime pas du tout la télé-réalité et j'y connais rien du tout aux femmes de footballeurs, mais j'ai vraiment accroché avec cette série doc, comme il présente ça, de 6 épisodes. On suit le quotidien qui fait un peu rêver, faut bien l'avouer, de la compagne de Cristiano Ronaldo. Elle est directrice des contenus du doc, donc on se doute bien que c'est une publicité pour elle-même pendant tous ces épisodes. Évidemment, on la voit sous son meilleur jour. Donc quand elle aide de nombreuses associations, quand elle monte le festival de Cannes, quand elle fait des shootings, tout ça. Mais bizarrement, alors qu'elle est ultra bling bling dans un univers parallèle qui a des années-lumière du mien, évidemment, je trouve qu'en fait, elle est hyper sympa et elle a l'air assez vraie et elle a l'air d'avoir, je sais que c'est totalement fou ce que je veux dire, mais les pieds sur terre. Donc, c'est-à-dire que, oui, elle prend des yachts sur un coup de tête, oui, elle fait un aller-retour en jet privé pour faire du shopping à Paris. Mais je sais pas, je l'ai trouvée vraiment sympa. Je pense qu'elle a des vraies valeurs, notamment la famille, le travail, même la valeur de l'argent, parce qu'en fait, vraiment, son quotidien, il a basculé, mais c'est vraiment un conte de fées, leur histoire. Elle travaille à Gucci, elle a fait des heures sup, et c'est comme ça qu'elle a rencontré Cristiano Ronaldo, qui a l'air aussi très très gentil, je trouve, quand on regarde le doc, et très simple. Donc voilà, gros coup de cœur. Enfin, ça se regarde tout seul, en fait, vraiment. Ça fait rêver. Parce qu'il y a du voyage, du luxe, et puis elle est sympa, elle est rigolote. Voilà, elle a l'air assez vraie, même si on se doute qu'elle a tout validé de A à Z. Mais voilà, pari réussi, et à la fin des épisodes, je me suis dit quand est-ce que sort la saison 2, et je l'ai même suivi sur Instagram. Donc le pari est réussi. Et si vous avez envie de rire en ce mois de février, Netflix a de quoi faire niveau stand-up. Un spectacle en particulier a tapé dans l'œil de Jade Olivier, celui de l'humoriste américaine Ali Wong. Un spectacle sorti à point nommé pour la Saint-Valentin, un beau pied de nez à cette fête commerciale. Moi, j'avais découvert Ali Wong à l'occasion de ses 2 premiers spectacles sur Netflix. Et la particularité de ces shows, c'est qu'elle était enceinte à l'époque. Là, clairement, elle ne l'est pas du tout, et c'est l'occasion parfaite pour elle, justement, de revenir sur l'expérience de la maternité, sur les effets que ça peut avoir sur le corps et les cicatrices qui peuvent y rester aussi, mais aussi aborder le sujet du couple. D'ailleurs, ce spectacle est sorti le jour de la Saint-Valentin, ce qui est un beau pied de nez à cette fête commerciale pour les amoureux. En fait, ça fait 10 ans qu'elle est avec son mari. Et depuis quelque temps, elle en a marre d'être l'homme, on va dire, du couple, la personne qui ramène de l'argent, qui contribue à tout, qui peut pas vraiment voir ses enfants, mais bon, ça la dérange pas trop. Et surtout, elle a envie de tromper son mari comme un homme le ferait avec une femme plus jeune. Comme pour ces 2 précédents spectacles, c'est trash, c'est très drôle, ça parle beaucoup de sexe, donc il faut vraiment être préparé avant de le regarder, parce qu'elle a l'air toute gentille avec ses petites lunettes et sa jolie robe, et en fait, pas du tout, ça dépote. En tout cas, moi j'adore, et je vous conseille si vous aimez les humoristes féminines qui n'ont pas la langue dans leur poche. Voilà, le moment est venu de nous dire au revoir en vous souhaitant bien sûr un bon visionnage. J'espère que vous aurez trouvé de nouvelles idées de séries, documentaires, télé-réalités et spectacles à visionner. Merci à tous les journalistes de Télé Loisirs qui ont participé à cet épisode et merci surtout à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.